réaction. Il m'est venu une réflexion. Je pensais à un ouvrage de Didier Fassin sur la vie, mode d'emploi critique, où il évoque deux dimensions de l'approche et de la définition de la vie, et la lecture de la vie, entre biographie et biologie. Je me demande jusqu'à quel point et jusqu'où Hannah Arendt représente une tentative, si je puis dire, les travaux d'Hannah Arendt, une tentative de maîtrise, de compréhension de la dimension biographique, c'est-à-dire de la structure de vie, du suivi de la vie sociale des individus. Auquel cas, elle ferait œuvre de sociologie. Je ne crois pas qu'elle soit positionnée en tant que sociologue. Et pourtant, une grosse partie de son travail en relève. Je trouve que c'est vraiment une question très intéressante. Alors, en tout cas, elle intéresse très au-delà des limites du champ académique de la philosophie au niveau des personnes qui vont solliciter son œuvre. Et il me semble toutefois qu'il y a une tension assez fondamentale avec l'approche sociologique qui est que, par exemple, dans sa réflexion sur la Révolution française, Hannah Arendt pointe que la Révolution française, entre guillemets, commence à mal tourner quand elle commence à faire de la question sociale une question politique. Et qu'au fond, là où peut vraiment y avoir une dimension mondaine, une dimension de l'action et de l'œuvre des hommes dans le monde, c'est quand on traite des questions politiques et pas des questions sociales. Et qu'au fond, c'est pas cette dimension-là, c'est le sens de la réflexion sur les États-Unis qui perdent un peu leur âme politique quand les gens viennent y chercher le bien-être plutôt que la liberté. Voilà. Il y a cette dimension-là. Dans Conditions de l'homme moderne, hein, il y a cette idée vraiment qu'il y a différents types d'agir humains dans le monde et que le travail, qui est indispensable, hein, elle ne le nie pas du tout, mais qui hiérarchiquement est quand même le moins noble, est justement ce qui sert à sustenter la vie. Et qu'au fond, les parties, enfin, je fais des raccourcis, hein, mais les parties vraiment intéressantes de là où on est vraiment humain, là où on est vraiment le plus humain, ce qui, encore une fois, ne veut pas dire que les autres parties n'existent pas, mais il y a une hiérarchie assez claire, me semble-t-il, c'est ce qu'elle va appeler l'œuvre, donc le rapport au monde comme œuvre de culture, et l'action, donc l'action, le rapport aux égaux dans la vie politique. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi plus simplement, hein, dans le républicanisme français, autour de l'idée que la vie publique, qu'on s'accomplit vraiment dans la vie publique, pas dans la vie privée. Et donc, par conséquent, que une vie de citoyen engagé est une vie, je ne sais pas comment dire, plus accomplie, plus humaine, plus noble qu'une vie de personne privée comblée matériellement, par exemple. Il y a quand même assez fortement cette idée-là. Et c'est en ce sens que l'opposition de Sklar et d'Arendt me semble intéressante, parce qu'au fond, encore une fois, hein, je schématise, mais Arendt, le côté American Way of Life, je vais le caricaturer vraiment, voilà, on a un pavillon type Desperate Housewives, une voiture et on va voir des matchs de baseball en mangeant du popcorn. C'est pas pour ça qu'elle aime les États-Unis. Judith Sklar ne les aime pas que pour ça, mais elle les aime pour ça aussi. C'est-à-dire qu'elle épouse cette dimension culturelle, y compris consommatoire, y compris culture de masse de l'American Way of Life. Et par conséquent, et le fait qu'on devient citoyen américain aussi en ayant la possibilité sociale, en n'étant pas dans la misère, et donc en ayant la possibilité sociale de s'inclure dans cette dimension-là. Et c'est pour ça, me semble-t-il, que la sociologie des passions démocratiques, on va remettre un peu de Tocqueville là-dedans, nous invite plutôt à penser que Sklar a raison en disant que la conception arendtienne d'une vie réussie est une conception très élitiste, en fait, et très esthétisante, me semble-t-il, à ce niveau-là. Alors, du coup, sublime aussi, surtout quand c'est elle qui tient la plume. Mais la question, c'est jusqu'à quel point ça peut effectivement s'appliquer à la concrétude de nos sociétés démocratiques, matérialistes et individualistes telles qu'elles vont. Et Oui, ça, oui, c'est une autre question. ensuite, mais elle pose bien la question d'une posture politique, d'un choix de posture politique, au regard du sens de la vie, tout simplement. Enfin, à quoi sert de naître et que fait-on de celui qui naît? Oui, oui, tout à fait. C'est Alain Renaud qui, dans les années 80 et après, avait défendu ce qu'il appelait aujourd'hui la définition de penser ce qu'il appelle une philosophie post-métaphysique du sujet. C'est-à-dire la métaphysique a produit des choses formidables, mais maintenant, ce qui est requis à nous, c'est davantage des théories de la justice, des théories des droits individuels, des théories de la reconnaissance, qui sont des choses qui, certes,
sont moins impressionnants imprimés sur papier Bible, mais qui parlent plus concrètement de la manière dont on vit et dont on rencontre un certain nombre de problèmes, y compris au niveau politique. C'est-à-dire, il me semble pas ébouriffant de dire que les démocraties occidentales ont réussi effectivement à se stabiliser du mieux qu'elles ont pu, davantage en Europe, par exemple, davantage grâce au plan Marshall que grâce à la métaphysique. Donc il y a quand même une dimension de prise de front de ces questions, même un peu matérielles et moins vibrantes au niveau politique, qui est quand même absolument indispensable. Et c'était peut-être un trait d'humour de la part de Camille lorsqu'il a parlé d'Hannah Arendt comme la figure expirante. Et dans la tension, notre réflexion sur figure inspirante, inspiration, expiration, je me suis dit qu'il n'était pas étonnant que Hannah Arendt ne soit pas une figure expirante, mais plutôt inspirante dans la mesure où elle s'est plutôt intéressée, comme Camille l'a très bien dit, à la natalité, à la naissance, à la fondation et aux origines, plutôt qu'à la fin. Et que, alors je ne sais pas si c'était un petit clin d'œil à cette tension inspirée, expirée, et puis à ces finalement variations sémantiques de ces mots-là. De rebondir, Rémi, sur ce que tu dis, il me semble Oui, que oui, oui, bien sûr. Arendt est la figure la plus inspirée des derniers souffles d'un monde expirant. C'est-à-dire que quand Arendt nous parle du monde, pour moi, c'est un monde qui n'est plus le nôtre depuis les années 60-70, mais pour parler de ce monde-là et des dernières années de ce monde-là, je ne vois personne qui ait été plus inspiré. Voilà. Mais pour moi, ça, comment dire, ce qu'elle en dit me semble chaque jour plus lointain. Comme je peux éprouver la même sensation quand je lis d'autres penseurs plus anciens encore, ou voilà, il y a cette dimension-là. Il me semble qu'il y a clairement, c'est mon avis, hein, et ceux des auteurs néo-tocquevilliens que je lis essentiellement, il faut bien dire ce qui est, qu'il y a un avant et un après le redémarrage de la dynamique démocratique, individualisme, passion du bien-être, mutation des sociétés, égalité des conditions à la fin des années 1960 en Occident, qui fait qu'il y a vraiment une césure entre l'avant et l'après, et qu'Hannah Arendt est la plus inspirée des dernières penseurs de l'avant. Je voulais t'interroger sur la question de la postmodernité. Comment est-ce que tu articules première modernité, seconde modernité avec postmodernité, ou alors peut-être est-ce que ça n'a pas de sens pour toi? Alors, merci beaucoup pour cette question. Je le fais à la manière, comme je l'ai dit, néo-tocquevillienne de gens comme Marcel Gauchet ou Gilles Lipovetsky, qui disent la chose suivante. Ils disent dans l'idée de postmodernité, il y a l'idée qu'au fond, on va passer à d'autres principes structurants que ceux de la modernité. Donc, si on dit que les principes de la modernité, c'est l'égalité des conditions au sens de Tocqueville, le développement des sociétés capitalistes et industrielles, les déclarations des droits de l'homme, ça veut dire qu'on passe à autre chose. Hypermodernité ou seconde modernité, modernité tardive, modernité réflexive, on peut employer tous ces termes-là, mais pas postmodernité, ça veut dire que c'est les mêmes principes, mais qui sont dégagés d'une certaine manière des gangs de tradition qui les empêchaient de jouer à plein. Et par conséquent, c'est les principes modernes qu'on admet depuis longtemps sur le principe qui donnent enfin leur plein déploiement. Je prends quelques exemples. Droits de l'homme, au début, c'est droits de l'homme blanc adulte propriétaire. Et puis, ça va toucher les non-blancs, les non-propriétaires, les femmes. Et en 1989, ça finit par toucher les enfants. Déclaration internationale des droits de l'enfant. Il y a un certain nombre de choses qui continuaient à être faites, y compris dans une économie bourgeoise, capitaliste, tout ce qu'on veut, en référence à la tradition davantage qu'en référence à l'efficience économique ou à l'innovation technique. Bon, ce type de bourgeoisie patronale un peu à la Zola n'est pas ce qui peuple le plus les conseils d'administration du CAC 40 aujourd'hui. Donc, il y a, sur un principe qu'on pouvait admettre depuis longtemps, ça change. Et dans l'idée d'hyper-modernité, ou de Marcel Gauchet parle de modernité radicalisée, c'est d'une manière, on prend les mêmes principes qui sont ceux de la modernité de longue date, industrialisation et capitalisme, droit humain, libéralisme politique, et on radicalise leur déploiement. Est-ce que Hannah Arendt fait la différence entre natalité et naissance? La natalité qui, de mon point de vue, appelle une vision quantitative de la chose, hein, tu l'as très bien dit avec
l'inversement des pyramides des âges, etc. Et la naissance qui appelle plutôt un processus qui vise à faire grandir quelqu'un. Là, je pense que c'est Carol Widmeyer, dans le texte que j'ai cité tout à l'heure, qui répond le mieux quand elle dit que Hannah Arendt pense au fond l'homme naissentiel. Naissentiel, c'est-à-dire que la natalité est à la fois une caractéristique anthropologique et métaphysique de l'espèce humaine, avant d'être un indicateur statistique, qui est, me semble-t-il, pas ce qui l'intéresse le plus, mais justement, moi, ça m'intéresse de le réintroduire pour venir discuter. Et la naissance est l'événement paroxystique, en fait, au fond, de chaque existence. Il y a fondamentalement cette dimension-là. Quelque part, dans la crise de l'éducation, Arendt dit, je paraphrase, hein, mais que ceux qui ne veulent pas assumer la responsabilité du monde ne devraient ni avoir d'enfants, ni avoir droit de prendre part à leur éducation. Et moi, sans doute parce que je suis un peu taquin, j'aime beaucoup imaginer quel est le pourcentage de parents qui se posent la question de la responsabilité du monde avant de faire des enfants, ou d'étudiants qui se posent la question de la responsabilité du monde avant d'entrer à l'INSPE. Et il est permis de penser que ce n'est pas la préoccupation principale. Et ça marque, je pense, le décalage des analyses brillantes d'Arendt et de la manière dont elles sont heuristiques, au fond, pour penser ce qui passe dans la tête des gens quand des enfants arrivent dans le monde ou quand ils vont s'occuper des enfants des autres. Voilà. C'est, me semble-t-il, un point intéressant. Je voudrais poursuivre avec peut-être cette idée de naissance et de natalité, parce que je crois que dans l'article de Philippe Forêt que tu as cité, il nous indique que selon Hannah Arendt, la natalité est synonyme de capacité, de commencement, de pouvoir d'initiative. Dans cette distinction entre natalité et naissance, j'y vois, par rapport à ce que tu as évoqué dans le donné, cette apparition dans un monde préexistant, articulation classique dans le monde des institutions entre l'institué et l'instituant. Et la natalité, en tant que fait quantitatif, impose un rapport de force à l'institué, en étant finalement un instituant brutal qui fait irruption et qui finalement vient bousculer le donné, donc l'institué, alors que la naissance, c'est un processus d'accroissement qui nous renverrait plutôt à un processus instituant, voire d'institutionnalisation, donc qui transformerait petit à petit les institutions et, pour reprendre le terme d'Arendt, qui renouvellerait le monde et qui renouvellerait les institutions, mais pas de façon brutale. Là, il y a des dimensions de la question où je ne suis pas certain d'arriver à répondre vraiment en termes techniques, c'est-à-dire en termes de voilà, convoquer telle ou telle partie de l'œuvre dedans. Mais il me semble que ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que dans son idée que l'éducation doit être conservatrice pour préserver ce qu'il peut y avoir de révolutionnaire dans chaque enfant, il y a cette idée que cette capacité à se révolter contre l'institué quand il est oppressif, elle est sui generis chez les personnes. C'est-à-dire que qu'on les construite ou pas, à un moment donné, ça va advenir. Et selon qu'on soit chez Arendt ou chez d'autres, on peut construire ça sur des bases psychanalytiques, sur des bases... Il y a différentes manières de construire ça, mais de dire à un moment donné, révolte, il y aura. Et c'est anthropologique, il y aura. Voilà. Et donc, par conséquent, ça va mettre du mouvement. Il y a de là plusieurs questions. C'est-à-dire, est-ce que c'est sûr? Est-ce que c'est pas de l'énergie de perdue dans certains cas, qu'est-ce que chaque nouvelle génération crée ses nouveaux conformismes et qu'on ait à se révolter contre? Est-ce qu'il n'y a pas une manière un peu plus continuiste de faire, comme disait Dewey, de la démocratie, le régime d'institutionnalisation de la révolution, mais dans une logique justement qui n'est pas une logique de lutte violente, qui est dans une logique plus coopérative, plus à ce niveau-là, entre l'institué et l'instituant, pour reprendre les termes que tu donnais. Et il me semble que l'enjeu profondément, il est celui-là. Et c'est un peu le point sur lequel je voulais ouvrir, c'était mon thème d'ouverture, si j'ose dire. Que cette question du donné, au fond, il y a beaucoup de débats actuels me ressaisissent ça, mais le ressaisissent, je vais me permettre de le dire comme ça, avec, en radicalisant les positions dans les deux camps. C'est-à-dire, quand on prend les conflits entre dits conservateurs et dits woke ou wokistes ou quoi que ce soit, les les conservateurs vont accuser les wokistes de dire, ils disent rien n'est donné, tout est construit, donc ils nient que le donné existe, et les autres vont dire, les conservateurs ne veulent que hypostasier le donné pendant des siècles et des siècles et rien d'autre. Et il me semble qu'au fond, une position médiane, c'est celle qui consiste à dire empiriquement il y a du donné, mais le fait qu'il soit là empiriquement ne nous dit rien normativement sur ce qu'il faut en faire.
C'est pas parce que c'est là que c'est bien, c'est pas parce que c'est là que c'est mal, c'est pas parce que c'est là que c'est utile, c'est pas parce que c'est là que c'est inutile, c'est là, il faut voir ce qu'on en fait. Et il me semble que la perspective d'Arendt là-dessus, malgré tout, mise trop sur le fait de se dire tant qu'on sera petit, on pourra considérer le donné dans la dimension nécessairement conservatrice de l'éducation. Et quand on aura assigné un terme à l'éducation, comme elle le dit elle-même, et qu'on aura rejoint, qu'on sera sorti des sphères prépolitiques et qu'on sera rentré dans les espaces politiques qui est l'espace des égaux, on pourra introduire de la nouveauté dans le monde. Je préfère à essayer d'aborder les choses, évidemment, avec d'autres inspirations. Ça peut être celle de West, ça peut être celle de Tocqueville, ça peut être d'autres, d'une manière moins tranchée entre les différents moments du processus. Voilà. C'est presque pour jouer juste intellectuellement, mais est-ce qu'on pourrait dire que la pensée d'Hannah Arendt relèverait d'une philosophie essentialiste plutôt, tandis que Sklar se situerait dans une approche existentialiste, par exemple? Alors, essentialiste pour Arendt, je ne pense pas. Hein, je pense pas qu'on puisse dire ça. Elle a fait sa thèse avec Karl Jaspers, qui était un important représentant de Oui, quand même. l'idéalisme, mais elle-même, sa philosophie est une philosophie de l'existence. C'est pas du tout en avançant sur. C'est pas du tout au sens d'un essentialisme, me semble-t-il. Hein, on peut pas le dire comme ça dans le cadre d'Arendt. Mais il me semble quand même qu'il y a cette idée d'un certain nombre d'invariants anthropologiques hors desquels, comment dire, on ne peut pas se placer sans tomber dans la barbarie. Elle dit, voilà, par exemple, aucune existence vraiment humaine n'est possible sans un monde. Bon, pourquoi pas, mais comme je le disais dans ma thèse sur l'autorité là-dessus, si les prescriptions qu'elle fait pour arriver à maintenir l'autorité des éducateurs ne marchent pas, qu'elles ont plus prise sur la situation des sociétés démocratiques telle qu'elle est, et qu'elle nous dit que seule l'autorité peut garantir la continuité du monde, la durabilité du monde, et qu'aucune existence humaine n'est possible sans un monde. Est-ce qu'il faut se dire, bah tant pis, on continue à essayer ce qu'elle propose, et puis si ça ne marche pas, bah, on verra bien? Ou est-ce qu'il faut se dire, il faut essayer de faire autrement, y compris si on est plutôt attaché à cette idée de continuité du monde? Et je me sens même plus loin, mais c'est l'intérêt de la conversation, comment dire, ça désinhibe, que ce que je comptais dire au début, c'est que c'est aussi, me semble-t-il, une pensée fragile quand on vient par un certain bout lui apporter la contradiction. Et là, je ne dis pas que c'est moi qui le fais, je dis que ça me semble être plus prosaïquement la manière dont les individus des sociétés contemporaines conçoivent leur vie, le rapport à l'éducation, le rapport à la politique, le rapport à la culture, qui vient le faire de manière assez sévère. A-t-on pour autant perdu toute possibilité d'existence vraiment humaine et est-on passé de la barbarie, directement de la barbarie à la décadence? Je n'en suis pas certain. J'inclinerais même plutôt à penser le contraire. J'adore discuter, j'adore lire Hannah Arendt, j'adore discuter ses thèmes, voilà. Mais il me semble qu'il ne faut pas me laisser entraîner par ce côté magistral de ce qu'elle dit. C'est très facile d'y croire quand on le lit, ça se cogne un peu au réel. Voilà, et c'est pour ça que c'est intéressant aussi d'aller chercher Sklar, parce que Sklar, c'est quelqu'un qui dit au fond, je ne sais pas si on peut dire fondé, mais expliquer pourquoi la démocratie, le libéralisme politique sont les moins pires des systèmes à l'exception de tous les autres, les pires des systèmes à l'exception de tous les autres, pardon, donc les moins pires. Il faut se placer du point de vue des victimes, des personnes qui sont les plus maltraitées dans les sociétés, qui sont quoi que ce soit. Et on se rendra compte que dans ce côté vraiment concret, vraiment de ce que peut être l'injustice, elle a écrit un livre qui s'appelle Visage de l'injustice, de ce que peut être le fait de rentrer dans une citoyenneté ou d'en être privé ou quoi que ce soit, il y a un certain nombre de choses qui sont très prosaïques, qui ne sont pas forcément satisfaisantes pour des conditions métaphysiques, qui sont néanmoins extrêmement importantes. Et là je cite plutôt François de Singly, que la manière dont les parents voyagistes aident l'enfant à devenir lui-même aujourd'hui, la manière dont un certain nombre de liens se recomposent dans un cadre individualiste, c'est certes un peu pauvre, mais néanmoins, c'est sans doute plus protecteur que n'importe quel autre mode d'organisation sociale et politique qu'on ait trouvé jusque. La question, c'est peut-on envisager le règne des vertus civiques de l'austère citoyen républicain ailleurs que dans une démocratie antique avec un très petit nombre de citoyens, beaucoup de gens qui ne sont pas citoyens, un très petit nombre de personnes et pas les problèmes contemporains à gérer. Tu as évoqué la passion pour la fondation d'Hannah Arendt. Passion pour la fondation, c'est une passion qui est objectivée.
ou est-ce qu'il y a, comme souvent, un retour sur la fondation en général et les fondations en particulier de nos institutions, de nos sociétés, une part de mythification de la chose? Alors, comment dire? C'est objectivé dans le sens où elle donne des exemples précis. Encore une fois, les pères fondateurs américains. C'est vraiment elle a une admiration immense pour les pères fondateurs américains qui vont fonder la République américaine. La fondation de Rome, dit d'une certaine manière. Rome, c'est la fondation de la cité, et après, chaque génération ne fait qu'augmenter cette fondation. Et d'ailleurs, la auctoritas romaine, c'est la capacité à assumer le poids de cette fondation et à la renouveler sans cesse après. Au niveau de ces références. Après, qu'est-ce qu'on peut faire d'une certaine manière de ça à partir d'une idée d'un discours mythique? Moi, je serais plutôt d'accord du fait que tous les discours fondationnels, in fine, sont des discours mythiques, au sens où c'est effectivement un culte des origines pour critiquer le présent. Ça, c'est, je veux dire, si on s'intéresse un peu à l'histoire romaine, c'est la figure du vieux Romain, hein. À chaque génération des Romains, il y a l'idée qu'à l'époque de Cincinnatus et c'était il y avait au moins de la vertu romaine et qu'aujourd'hui tout fout le camp. Lucien Gerfagnon avait écrit un bouquin justement qui s'appelle 7e lieu avant, où il recense, en grand historien de cette période-là, toutes les citations latines qui disent à peu près ça. Donc il y a cette dimension-là, et aussi, me semble-t-il, un discours mythique au sens où un discours qui ne supporte pas la critique rationnelle. C'est-à-dire qu'effectivement, les pères fondateurs américains, il y a plein de choses très intéressantes à en dire, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont hors champ. Et en fait, c'est là que Sklar va attaquer. Il va dire votre fondation politique, elle marche très bien, mais quid des Noirs, quid des Native Americans, quid des femmes? De fait, toute fondation s'inscrit dans un champ concurrentiel et un champ d'exclusion. Cette façon d'obscurcir ou d'être obscurci par le culte des origines n'empêchait pas de penser raisonnablement l'édifice lui-même. Eh En ben, d'autres termes, est-ce qu'elle avait une vision réelle de l'édifice? justement, moi, ce que je trouve admirable dans la pensée d'Arendt, c'est cette capacité, effectivement, à avoir vraiment cette réflexion profonde sur la fondation, sur le fait, et sans jamais que ça dégénère, j'allais dire, dans un espèce de culte des origines un peu vulgaire, qui, effectivement, est enfin, cocardier, exemplairement. Voilà. C'est pas du tout une pensée qui va vers ça. Au fond, cette idée que ça a beau avoir une dimension mythique, on en a besoin. Il n'y a pas de tout sans imaginaire, il n'y a pas de tout sans mythe, il n'y a pas de tout sans fiction. Donc, pour avoir un tout, il faut des mythes. Voilà. Il y a certaines personnes qui vont dire que pour avoir nation, il faut qu'il y ait roman national, même si on sait que c'est un roman. On ne le prend pas pour un traité d'histoire qui passe les critères académiques. Et d'autres personnes qui vont dire non, non, au contraire, ce qui obscurcit le fait de regarder la nation avec des sens sobres, c'est le fait de laisser du roman et pas de faire de l'histoire de l'école des annales. Puis on peut avoir aussi l'étude des institutions qui nous montre que dans toute institution, il y a le mythe fondateur et qu'il y a aussi les composantes organisationnelles qui sont les rites et les rituels dans les institutions. Tout à fait, et c'est en ce sens que je pense alors que Arendt a été appropriée aussi par des gens qui ont dit plus ou qui lui ont fait dire plus ou qui ont dit plus pour leur propre compte que ce qu'elle disait. Typiquement, dans ce qu'on a appelé la querelle entre républicains et pédagogues, le fait que Hannah Arendt et John Dewey se soient opposés sur des questions d'éducation, ça a été, j'allais dire, du pain béni pour avoir des figures tutélaires sous lesquelles mener cette querelle contemporaine. Il y a aussi la question de la diversité des choses qu'on a fait d'Hannah Arendt. C'est aussi pour ça qu'elle est intéressante, je trouve, comme figure inspirante, parce que c'est quelqu'un qui a traversé le siècle d'une manière tellement... c'est difficile de trouver un événement qu'elle n'a pas vécu ou sur lequel elle n'a pas écrit. On voit bien que dans le cadre de nos réflexions sur les figures inspirantes, on s'aperçoit que plus la figure inspirante est complexe et plus elle a une pensée qui était évolutive et qui a évolué, plus l'instrumentalisation de cette figure peut être aisée. J'allais dire faussement aisée. Parce qu'en fait, si juste on veut voilà, placer Hannah Arendt rapidement, oui. Après, me semble-t-il, c'est justement une pensée qui est très complexe, qui est très ambitieuse. Donc, si j'allais dire, si à partir du moment où on a mis le doigt dedans, on est obligé de mettre tout le reste de ce qu'on dit en cohérence avec le reste de sa pensée, là, on se rend compte que c'est faussement facile de se l'approprier là-dessus. Elle aura réussi à joindre, c'était le terme que je voulais employer tout à l'heure, l'éclectisme à la profondeur. Merci. Merci beaucoup.